Rhodes, juin 1522. L'horizon se couvre de voiles ottomanes. Près de 400 navires transportant plus de 100 000 hommes s'approchent de cette petite île méditerranéenne. À leur tête, Soliman le Magnifique, tout juste âgé de 28 ans, déterminé à effacer l'humiliation de 1480 quand son prédécesseur avait échoué à prendre l'île. Face à cette marée humaine, 700 chevaliers et 6000 défenseurs se préparent au combat. Ce n'est pas une bataille ordinaire, c'est le choc de deux mondes, l'affrontement entre l'empire le plus puissant de son époque et un ordre militaire qui refuse de plier. Pendant 6 mois, ces hommes vont tenir tête à une armée 20 fois supérieure en nombre, transformant chaque pierre de leur fortification en rempart contre l'un des plus grands conquérants de l'histoire. L'histoire commence bien avant ce matin de juin. Elle débute en 1306, quand les chevaliers hospitaliers, chassés de Terre Sainte après la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, s'emparent de Rhodes. Cette île grecque, perdue au large de l'actuelle Turquie, devient leur nouveau royaume. Pendant 2 siècles, ils en font une forteresse imprenable, le dernier bastion chrétien en Méditerranée orientale. Les hospitaliers ne sont pas de simples moines soldats. Ils représentent l'élite militaire de l'Europe, organisée en 8 langues selon leur origine: France, Provence, Auvergne, Aragon, Castille, Angleterre, Allemagne et Italie. Chaque langue défend une section des remparts, transformant la défense en question d'honneur national. Leur devise est simple: jamais reculer, jamais capituler. Rhodes devient rapidement plus qu'une simple base militaire. C'est un État souverain, doté de sa propre monnaie, de sa flotte de guerre, de son administration. Les chevaliers contrôlent également plusieurs îles du Dodécanèse, créant un réseau défensif qui menace directement les routes maritimes ottomanes. Leurs galères sillonnent la Méditerranée, interceptant les navires turcs, perturbant le commerce ottoman, sauvant les esclaves chrétiens. Cette présence chrétienne au cœur d'une mer devenue presque entièrement musulmane est une épine dans le pied des sultans ottomans. Mehmed II, le conquérant de Constantinople, tente une première fois de s'emparer de Rhodes en 1480. Pierre d'Aubusson, alors grand maître, repousse l'assaut avec 3500 hommes contre plus de 70 000 Ottomans. Les Turcs perdent près de 9000 hommes et lèvent le siège après 3 mois de combats acharnés. Cette victoire offre à Rhodes 42 années de répit. Les chevaliers mettent ce temps à profit pour transformer leur cité en l'une des places fortes les plus redoutables d'Europe. Ils adoptent les dernières innovations en matière de fortification, la trace italienne, qui révolutionne l'art de la défense. Les vieux murs médiévaux sont remplacés par d'épaisses murailles inclinées, capables de résister aux boulets de canon. Des bastions pentagonaux permettent des tirs croisés. Des fossés profonds de 15 mètres entourent la ville. Des contremines sont préparées pour neutraliser les sapeurs ennemis. Mais l'Empire ottoman n'a pas chômé non plus. En 1517, Sélim Ier conquiert l'Égypte et la Syrie, doublant la taille de son empire. Rhodes se retrouve désormais encerclé, planté au milieu d'une mer ottomane. Pire encore, l'île menace la route maritime vitale entre Constantinople et le Caire, l'artère qui relie les 2 joyaux de l'Empire. Sélim planifie une nouvelle expédition contre Rhodes, mais meurt en 1520 avant de la lancer. Son fils Soliman hérite du trône à 26 ans. Contrairement à son père, surnommé le Terrible pour sa cruauté, Soliman se veut un souverain juste et un législateur. Pourtant, il partage la même obsession. Rhodes doit tomber. Cette île chrétienne au cœur de ses possessions est une insulte, un défi à son autorité, une menace permanente pour son commerce et sa marine. Soliman ne se lance pas dans cette entreprise à l'aveuglette. Il étudie l'échec de 1480, analyse les erreurs commises, prépare méticuleusement sa campagne. Il sait qu'il ne peut compter sur l'aide de l'Europe. François Ier et Charles Quint, les 2 monarques les plus puissants de la chrétienté, se déchirent dans une guerre sans fin pour la domination de l'Italie. Le pape lui-même est prisonnier des armées impériales. Personne ne viendra sauver Rhodes. Le sultan signe des traités avec Venise et avec François Ier, s'assurant de leur neutralité. Il rassemble une flotte gigantesque à Constantinople. 400 navires, peut-être plus, transportant 100 000 soldats, 1000 canons, des tonnes de poudre et de munitions, des mois de vivres. C'est la plus grande armada que la Méditerranée ait jamais vue. Face à cette marée, Rhodes peut aligner 700 chevaliers,
3500 mercenaires et auxiliaires, 2500 miliciens locaux. En tout, 6700 défenseurs contre plus de 100 000 attaquants. Un ratio de 15 contre 1. Mathématiquement, c'est impossible. Militairement, c'est du suicide. Mais les hospitaliers ne connaissent pas le mot impossible. Philippe Villiers de l'Isle-Adam n'a que 58 ans quand il devient grand maître en janvier 1521, mais sa vie est déjà celle d'un héros de légende. Né à Beauvais en 1464, petit-fils d'un maréchal de France, il rejoint les Hospitaliers à 18 ans. En 1480, encore jeune chevalier, il participe à la défense héroïque de Rhodes contre Mehmed II. Cette expérience forge son caractère, lui enseigne l'art de la guerre de siège. Au fil des décennies, Villiers de l'Isle-Adam gravit tous les échelons de l'ordre. Commandeur, puis bailli, puis grand prieur de France, il se distingue par ses talents de chef militaire et de diplomate. En 1510, à la tête de la flotte hospitalière, il remporte une victoire éclatante contre une escadre égyptienne supérieure en nombre. Son courage et son intelligence stratégique lui valent le respect de tous. Quand il est élu grand maître, Villiers de l'Isle-Adam se trouve en France, auprès de François Ier. La nouvelle de son élection le surprend, mais ne le réjouit pas. Il sait ce qui l'attend. Les rumeurs d'une nouvelle offensive ottomane circulent déjà. Il comprend qu'il sera probablement le dernier grand maître de Rhodes. Le voyage vers l'île est périlleux. Les corsaires turcs, commandés par le redoutable Kurtoğlu, patrouillent en la Méditerranée. Villiers de l'Isle-Adam doit user de ruses pour échapper à leurs navires, naviguant de nuit, empruntant des routes détournées. Il arrive enfin à Rhodes en août 1521, chargé de renforts en hommes, en armes et en munitions. Il sait que ce sont probablement les derniers qu'il pourra jamais recevoir. Son premier acte comme grand maître est de préparer la ville au siège inévitable. Il fait renforcer les murailles, creuser des fossés plus profonds, installer de nouvelles batteries d'artillerie. Il fait s'aborder plusieurs navires à l'entrée du port, le fermant par une double chaîne de fer. Personne n'entrera, mais personne ne sortira non plus. Rhodes sera leur tombeau ou leur gloire. Villiers de l'Isle-Adam fait également appel à Gabriel Tadini di Martinengo, un ingénieur vénitien réputé comme le meilleur expert en contre-mines d'Europe. Le doge de Venise refuse d'abord de le laisser partir, comprenant que sa présence à Rhodes équivaut à une déclaration de guerre contre les Ottomans. Mais Tadini s'échappe secrètement et rejoint l'île. Son expertise sera cruciale dans les mois à venir. Le grand maître organise ensuite la défense. Chaque langue reçoit la responsabilité d'un secteur des remparts. Les Français, les plus nombreux, défendent le bastion le plus vulnérable. Les Espagnols tiennent le secteur ouest, les Anglais l'est, les Italiens le sud. Cette organisation crée une saine compétition entre les différentes nations, chacune déterminée à ne pas déshonorer son pays. Rhodes compte environ 16 000 habitants, en comptant les défenseurs. Villiers de l'Isle-Adam fait stocker des vivres pour 1 an, remplit les citernes d'eau, établit des réserves de poudre et de munitions. Il sait que le blocus sera total, qu'aucun secours ne viendra. Ils devront tenir seuls ou mourir. Le grand maître lance également des appels désespérés à l'Europe chrétienne. Il écrit au pape Adrien VI, à Charles Quint, à François Ier, à Henri VIII d'Angleterre. Tous promettent de l'aide, mais personne n'envoie de troupes. Seul Sir John Rawson, prieur d'Irlande, vient seul renforcer la garnison. Un seul homme, quand il en faudrait des milliers. En juin 1522, les espions rapportent que la flotte ottomane a quitté Constantinople. Elle fait voile vers Rhodes. Villiers de l'Isle-Adam sait que l'heure est venue. Il rassemble ses chevaliers dans la chapelle Saint-Jean et prononce un discours qui restera gravé dans l'histoire. Il leur rappelle leur serment, leur honneur, leur foi. Il leur dit que le monde entier les regarde, que la chrétienté compte sur eux, que même dans la défaite, ils peuvent remporter une victoire morale qui résonnera à travers les siècles. Les chevaliers répondent par un serment solennel. Ils tiendront jusqu'à la mort. Pas un ne parlera de reddition, pas un ne songera à fuir. Ils sont 700 contre 100 000, mais ils sont des hospitaliers, des moines guerriers qui ont fait vœu de combattre jusqu'au dernier souffle pour défendre la foi chrétienne. Le 24 juin 1522, l'horizon se couvre de voiles. La flotte ottomane apparaît au large.
si nombreuses que la mer semble disparaître sous les navires. Villiers de l'Isle-Adam monte sur les remparts et regarde cette armada qui vient le détruire. Il ne tremble pas, il ne doute pas. Il sait qu'il va vivre les 6 mois les plus terribles de sa vie, mais il sait aussi qu'il va écrire une page de légende. La flotte ottomane jette l'ancre le 26 juin au large de la côte ouest de Rhodes, loin du port fortifié. Les navires débarquent hommes, canons, munitions, vivres. C'est une opération colossale qui prend plusieurs jours. Les défenseurs observent depuis les remparts cette fourmilière humaine qui s'organise, qui dresse des camps, qui prépare les batteries de siège. Le 28 juillet, Soliman lui-même débarque avec le gros de son armée. Le sultan installe son camp sur les hauteurs qui dominent la ville, dans un pavillon de soie d'où il peut observer le déroulement des opérations. Il est venu en personne pour assister au triomphe qui lavera l'humiliation de 1480. Son commandant en chef, Mustapha Pacha, dirige les opérations militaires. Les Ottomans ne lancent pas d'assaut immédiat. Ils savent qu'une attaque frontale contre des murs aussi épais serait un massacre. Leur stratégie est différente. Ils vont pilonner Rhodes jour et nuit avec leurs canons, créer des brèches dans les murailles, puis lancer leurs janissaires à l'assaut. C'est une guerre d'usure, une guerre de patience, une guerre où le temps joue pour eux. Les premières batteries ottomanes ouvrent le feu début août. Le vacarme est assourdissant. Des dizaines de canons tirent simultanément, certains si gros qu'ils lancent des boulets de pierre pesant plus de 200 kilos. Les murs tremblent sous l'impact. La poussière se mêle à la fumée de poudre, créant un brouillard épais qui recouvre la ville. Les habitants se terrent dans les caves, les mains sur les oreilles, priant pour survivre. Mais les défenseurs ne restent pas passifs. Les canons hospitaliers répondent avec une précision redoutable. Le clocher de Saint-Jean offre un poste d'observation exceptionnel, permettant aux artilleurs de repérer les batteries ennemies avant qu'elles ne soient totalement opérationnelles. Les tirs des chevaliers sont dévastateurs, démontant les pièces ottomanes, tuant les servants, forçant l'ennemi à reconstruire sans cesse ses positions. Les Ottomans comprennent vite que ce clocher est leur ennemi principal. Ils concentrent leurs tirs dessus. Le 10 août, après des jours de bombardements intensifs, la belle tour s'effondre dans un fracas de pierre et de bronze. C'est un coup dur pour les défenseurs, qui perdent leur meilleur observatoire. Mais ils s'adaptent, trouvent d'autres positions, continuent à riposter. Pendant ce temps, une guerre souterraine fait rage. Les sapeurs ottomans, des Bosniaques et des Valaques réputés pour leur expertise, creusent des tunnels vers les murailles. Leur but, placer des charges explosives sous les fondations et faire s'effondrer des sections entières de remparts. C'est un travail dangereux, claustrophobe, dans l'obscurité des galeries où la terre peut s'effondrer à tout moment. Mais Gabriel Tadini, le génie vénitien, a prévu cette tactique. Il a fait creuser un réseau de contremines sous toute la ville, des galeries d'écoute où des hommes restent à l'affût du moindre bruit de pioche. Dès qu'une mine ennemie est détectée, les défenseurs creusent à leur rencontre. S'ensuivent des combats féroces dans l'obscurité des tunnels, à la torche et à l'épée, où les hommes s'entretuent dans la boue et les ténèbres. Parfois, les hospitaliers parviennent à infiltrer les mines ottomanes et à les détruire. D'autres fois, ils sont obligés de faire exploser prématurément les charges ennemies, créant des cratères géants qui engloutissent attaquants et défenseurs. Cette guerre invisible sous les pieds des combattants est aussi meurtrière que les assauts en surface. Les premiers assauts ottomans sont lancés en août, visant les bastions d'Espagne et d'Angleterre. Les janissaires, l'élite de l'armée ottomane, se lancent à l'assaut par vagues successives. Ils portent leurs longs bonnets blancs, brandissent leurs sabres, poussent leurs cris de guerre terrifiants. Les défenseurs les accueillent avec une pluie de plomb et de fer. Les arquebusiers tirent depuis les créneaux, fauchant les premiers rangs. Les arbalétriers lancent leurs carreaux mortels. Les canons chargés de mitraille transforment les assaillants en bouillies sanglantes. Mais les janissaires continuent d'avancer, enjambant les cadavres de leurs camarades, atteignant les fossés, tentant d'escalader les murailles avec des échelles. Les chevaliers, revêtus de leurs armures complètes, combattent au corps à corps sur les remparts. Leurs longues épées fendent les crânes, leurs masses d'armes écrasent les os. Ils jettent des pierres, de l'eau bouillante, de la poix enflammée sur les assaillants. Les femmes et les enfants de Rhodes participent également à la défense, apportant des munitions,
soignant les blessés, ravitaillant les combattants. Ses premiers assauts échouent dans le sang. Les Ottomans perdent des centaines d'hommes sans gagner un pouce de terrain. Mustapha Pacha enrage. Il lance de nouveaux assauts, encore plus violents, mais le résultat est le même. Les défenseurs tiennent bon, repoussent chaque vague, reconstruisent pendant la nuit ce que les canons ont détruit pendant le jour. Septembre arrive, et avec lui le plus violent assaut de tout le siège. Le 24 septembre, après des semaines de bombardements incessants, Mustapha Pacha ordonne une attaque massive contre 4 bastions simultanément: Espagne, Angleterre, Provence et Italie. C'est un pari désespéré pour percer les défenses avant l'hiver. L'assaut débute à l'aube. Des milliers de janissaires se lancent à l'attaque, soutenus par des tirs d'artillerie nourris. Le bastion d'Espagne, pilonné depuis des semaines, s'effondre partiellement. Les Ottomans se ruent dans la brèche, parviennent à prendre pied sur les remparts. Pour la première fois, ils sont à l'intérieur de la ville. La bataille fait rage pendant des heures. Les chevaliers espagnols, commandés par leur chef de langue, se battent comme des démons. Villiers de l'Isle-Adam accourt avec des renforts, lance une contre-attaque furieuse. Le corps à corps est effroyable. Les hommes glissent dans le sang, trébuchent sur les cadavres, s'entretuent à bout portant dans une mêlée chaotique. Finalement, au prix de pertes terribles, les hospitaliers parviennent à repousser les assaillants. Le bastion d'Espagne change de main 2 fois dans la journée avant de rester définitivement aux défenseurs. Quand la nuit tombe, des centaines de corps ottomans jonchent les fossés. Mustapha Pacha a échoué. Soliman est furieux. Son beau-frère a gaspillé des milliers d'hommes sans résultat. Il le condamne à mort, puis le gracie après les supplications de ses conseillers. Début octobre, Mustapha est limogé et remplacé par Ahmed Pacha, le chef des janissaires, réputé pour son expertise en guerre de siège. Ahmed change de tactique. Fini les assauts massifs suicidaires. Place à la guerre d'usure systématique. Il concentre tous les efforts sur les mines, creusant jour et nuit, cherchant à faire s'effondrer les murailles section par section. Il intensifie également le bombardement, ne laissant plus un instant de répit aux défenseurs. Les semaines passent et le siège s'enlise dans une routine d'horreur. Chaque jour apporte son lot de bombardements, d'explosions de mines, de combats souterrains, d'escarmouches sur les remparts. Les défenseurs sont épuisés, dorment à peine, mangent peu, mais refusent de céder. Leur détermination impressionne même l'ennemi. Les Ottomans souffrent également. La dysenterie ravage leur camp. Des milliers d'hommes meurent de maladies, plus que de blessures au combat. La pluie d'automne transforme leur camp en bourbier. Les vivres commencent à manquer. Certains officiers murmurent qu'il faudrait peut-être lever le siège, que Rhodes est imprenable, que ce deuxième échec sera pire que le premier. Mais Soliman refuse d'abandonner. Son honneur est en jeu. Il a juré de prendre Rhodes, et il la prendra, même si cela doit lui coûter la moitié de son armée. Il fait venir des renforts d'Anatolie, des canons supplémentaires, des tonnes de poudre. Le siège va continuer. Fin octobre, un incident change le cours du siège. Un serviteur d'André d'Amaral, le prieur de Castille, est surpris en train de faire passer un message au camp ottoman. Arrêté, torturé, il avoue avoir agi sur ordre de son maître. D'Amaral entretenait une correspondance secrète avec l'ennemi, lui révélant les points faibles de la défense, les réserves de munitions, les plans de Villiers de l'île Adam. Cette trahison n'est pas totalement surprenante. D'Amaral avait été candidat au poste de grand maître contre Villiers de l'île Adam. Sa défaite l'avait aigri, transformant son ambition déçue en haine. Certains disent qu'il espérait que la chute de Rhodes lui permettrait de négocier avec les Ottomans et de devenir le nouveau maître de l'île sous suzeraineté turque. Traduit devant le Conseil, D'Amaral nie tout. Il clame son innocence, accuse ses ennemis de complot. Mais les preuves sont accablantes. Les messages interceptés sont de sa main. Des témoins confirment ses contacts avec des agents ottomans. Le 8 novembre, André d'Amaral est exécuté pour haute trahison, décapité dans la cour du palais des grands maîtres. Cette trahison n'est pourtant pas la seule. Un médecin juif qui avait déjà servi d'espion pour Sélim Ier continue de renseigner les Ottomans. Ces informations permettent à l'artillerie turque de frapper les points névralgiques de la défense. Mais contrairement à d'Amaral, ce traître ne sera jamais démasqué et continuera ses activités jusqu'à la fin du siège. Mi-novembre, la situation devient critique.
La tour d'Espagne, pilonnée sans relâche depuis des mois, s'effondre dans un grondement apocalyptique. Peu après, les bastions d'Aragon, d'Angleterre, de Provence et d'Italie sont également gravement endommagés, menaçant de s'écrouler à tout moment. Des brèches béantes s'ouvrent dans les murailles. Pour la première fois, les défenses de Rhodes sont véritablement menacées. Villiers de l'Isle-Adam veut continuer à résister. Il est prêt à se battre dans les rues, maison par maison, jusqu'au dernier homme. Mais ses lieutenants, Préjean de Bidou et Gabriel Tadini, le convainquent que c'est sans espoir. Les munitions s'épuisent, les vivres diminuent, les hommes sont au bout de leurs forces. Continuer le combat ne servirait à rien, sinon à faire massacrer toute la population de l'île. Le grand maître se rend à leurs arguments. Le cœur brisé, il accepte d'entamer des négociations. Le 10 décembre 1522, des émissaires hospitaliers se rendent au camp ottoman pour discuter des termes de la reddition. Soliman, qui a lui aussi payé un prix effroyable pour cette victoire, se montre généreux. Les négociations durent 9 jours. Soliman offre des conditions remarquablement honorables. Les chevaliers pourront partir librement avec leurs armes, leurs bannières, leurs trésors, leurs archives, leurs reliques sacrées. Les habitants de Rhodes qui souhaitent suivre les hospitaliers seront libres de le faire. Ceux qui restent ne seront ni massacrés ni réduits en esclavage. Ils seront exempts d'impôts pendant 5 ans. Aucune église ne sera profanée ou transformée en mosquée. Ces termes généreux ne sont pas de la pure magnanimité. Soliman a été impressionné par le courage des défenseurs. Il respecte leur héroïsme, reconnaît leur valeur militaire. Il sait aussi que des conditions trop dures pourraient pousser les hospitaliers à se battre jusqu'à la mort, prolongeant un siège qui lui a déjà coûté près de 50 000 hommes. L'accord est signé le 19 décembre 1522. Pour Villiers de l'Isle-Adam, c'est le jour le plus sombre de sa vie. Il a tenu 6 mois contre une armée qui aurait dû l'écraser en quelques semaines. Il a infligé des pertes terribles à l'ennemi. Il a prouvé au monde entier que la foi et le courage peuvent défier les forces les plus écrasantes. Mais Rhodes est perdu. Les jours suivants sont consacrés aux préparatifs du départ. Les chevaliers emballent leurs possessions, démontent ce qui peut l'être, préparent leurs navires. Les habitants font leur choix déchirant. Rester dans l'île qui a toujours été leur foyer sous domination ottomane, ou suivre les hospitaliers vers un exil incertain. Le 1er janvier 1523, à l'aube, les portes de Rhodes s'ouvrent pour la dernière fois sous la bannière des hospitaliers. Les 180 chevaliers survivants sortent en armes, bannières déployées, tambours battants, dans leurs armures de combat. Ils n'ont pas été vaincus militairement, ils ont été submergés par le nombre. Leur honneur est intact. Derrière eux marchent les soldats survivants, puis environ 4000 habitants qui ont choisi l'exil. Beaucoup pleurent en quittant leur ville natale, sachant qu'ils ne la reverront jamais. Les femmes portent leurs enfants, les vieillards s'appuient sur des bâtons. Les jeunes gens regardent une dernière fois les remparts qu'ils ont défendus avec tant de bravoure. Soliman a ordonné à ses troupes de rester dans leur camp pendant l'évacuation. Il ne veut pas d'incident, pas de pillage, pas de violence. Les Ottomans observent en silence ce cortège de vaincus qui marchent comme des vainqueurs. Certains murmurent leur respect pour ces guerriers qui ont tenu si longtemps contre des forces écrasantes. Les navires hospitaliers attendent dans le port. Une 50aine de vaisseaux, dont la grande carraque Santa Anna, le navire amiral de l'ordre. L'embarquement prend toute la journée. Les marins chargent les coffres contenant le trésor, les archives précieuses, les reliques sacrées, les armes et les munitions restantes. Chaque objet emporté est un morceau de Rhodes qui part en exil. Villiers de l'Isle-Adam est le dernier à monter à bord. Debout sur le pont de la Santa Anna, il regarde une dernière fois la ville qu'il a défendue avec tant d'acharnement. Les larmes coulent sur ses joues burinées. Il a 58 ans. Il a passé plus de 40 ans de sa vie au service de l'ordre, et maintenant Rhodes, le joyau des hospitaliers, est perdu à jamais. Les voiles se gonflent, les navires quittent lentement le port. Rhodes s'éloigne, ses murailles brisées, ses tours écroulées, mais toujours debout, toujours fier. Les exilés regardent l'île disparaître à l'horizon, emportant avec eux leurs souvenirs, leurs espoirs, leurs douleurs. Soliman entre dans Rhodes le jour même.
Il visite la ville, inspecte les fortifications, mesure l'ampleur de la résistance qu'il a affrontée. Il est impressionné par la qualité des défenses, par l'ingéniosité des contre-mines, par la détermination que cela a dû demander pour tenir si longtemps. Il ordonne que les églises soient préservées, que les habitants restants soient bien traités, que cette ville héroïque soit respectée. Le sultan convoque ensuite ses généraux pour faire le bilan. Les pertes ottomanes sont épouvantables. Selon les sources, entre 50 000 et 114 000 hommes ont péri, morts au combat ou de maladie. C'est l'un des sièges les plus meurtriers de son règne. Les hospitaliers, eux, ont perdu environ 3 000 des leurs, y compris les civils. Un ratio de perte de 15 contre 1 en faveur des défenseurs. Certains conseillers murmurent que cette victoire a coûté trop cher, qu'elle a affaibli l'armée ottomane pour des années. Mais Soliman rejette ces critiques. Rhodes était essentiel pour sécuriser la Méditerranée orientale, pour protéger les routes maritimes entre Constantinople et le Caire. Sa prise valait tous les sacrifices, même les plus terribles. Pourtant, le sultan ne peut s'empêcher de respecter l'homme qui lui a fait payer si cher sa victoire. Quand on lui rapporte que Villiers de l'Isle-Adam a finalement quitté Rhodes, Soliman aurait déclaré « C'est avec regret que je chasse ce vieillard de sa maison ». Et des années plus tard, à la mort du grand maître en 1534, le sultan ordonnera que des éloges funèbres soient prononcés dans les mosquées de son empire, honorant un ennemi qui avait su lui tenir tête. Les navires hospitaliers font voile vers la Crète vénitienne, première escale d'un exil qui durera 7 longues années. Venise, liée par des traités commerciaux avec les Ottomans, ne peut offrir qu'un accueil temporaire. Les chevaliers repartent vers Messine en Sicile, puis Civitavecchia dans les États pontificaux, puis Viterbe, puis Nice. Ils errent de port en port, indésirables, encombrants, dangereux. Cette errance est une agonie. L'ordre des Hospitaliers, qui fut pendant 2 siècles un État souverain respecté, se retrouve réduit à mendier l'hospitalité. Les chevaliers vieillissent, meurent, découragés. Les jeunes recrues se font rares. Les ressources fondent. L'ordre semble condamné à disparaître, victime d'un monde qui n'a plus besoin de moines guerriers. Villiers de l'Isle-Adam ne se décourage pas. Il parcourt l'Europe, rencontre les souverains, plaide la cause de son ordre. Il rappelle que les Hospitaliers ont servi de rempart à la chrétienté pendant des siècles, qu'ils ont versé leur sang pour défendre l'Europe contre l'expansion ottomane. Il demande une nouvelle terre, un nouveau foyer, une chance de continuer leur mission. Ces appels tombent d'abord dans l'oreille d'un sourd. François Ier est trop occupé par sa guerre contre Charles Quint. Henri VIII d'Angleterre vient de rompre avec Rome et n'a que faire des ordres religieux. Le pape Clément VII est prisonnier des armées impériales. Personne ne veut offrir un refuge aux Hospitaliers, de peur de provoquer la colère de Soliman. Finalement, c'est Charles Quint qui offre une solution. L'empereur comprend qu'un ordre militaire aguerri peut être utile pour défendre la Méditerranée occidentale contre les corsaires barbaresques. En 1529, Alger tombe aux mains de Barberousse, le redoutable amiral ottoman. La Sicile et Naples sont menacées. Charles Quint a besoin d'une force navale capable de tenir tête aux Turcs. Le 24 mars 1530, l'empereur signe l'acte de donation qui offre aux Hospitaliers les îles de Malte, Gozo et Comino, ainsi que le port de Tripoli en Afrique du Nord. Ce n'est pas Rhodes. Malte est petite, aride, pauvre, brûlée par le soleil. Mais c'est une terre, une base, une nouvelle chance. Villiers de l'Isle-Adam accepte avec soulagement. Le 26 octobre 1530, il débarque à Malte avec les chevaliers survivants. Ils sont épuisés par 7 ans d'errance, mais leurs yeux brillent d'une détermination renouvelée. Ils vont transformer ce rocher désertique en forteresse, reconstruire leur puissance, continuer leur mission. Rhodes est perdu, mais l'ordre survit. Les années suivantes sont consacrées à la fortification de Malte. Les chevaliers appliquent les leçons apprises à Rhodes, construisent des bastions modernes, creusent des fossés, installent de l'artillerie. Ils rebâtissent leur flotte, reprennent leurs raids contre les navires ottomans, redeviennent une menace pour la marine turque. Villiers de l'Isle-Adam ne verra pas l'accomplissement de son œuvre.
Il meurt le 21 août 1534, épuisé par 40 ans de combats et de voyages. Il est enterré dans la chapelle Sainte-Anne du fort Saint-Ange à Malte, puis son corps sera transféré dans la crypte de la cocathédrale Saint-Jean de la Valette en 1577. Sa mort marque la fin d'une époque. Villiers de L'Isle-Adam fut le dernier grand maître de Rhodes, le héros qui tint tête au plus grand empire de son temps, l'homme qui transforma une défaite militaire en victoire morale. Son nom résonne encore aujourd'hui comme symbole de courage, d'honneur, de détermination face à l'adversité. L'histoire des Hospitaliers ne s'arrête pas avec lui. À Malte, l'ordre continue de prospérer. En 1565, 700 chevaliers tiendront une nouvelle fois tête à une armée ottomane lors du grand siège de Malte, infligeant à Soliman l'un de ses rares échecs. Cette victoire prouvera que les leçons de Rhodes n'ont pas été oubliées, que l'esprit de résistance des Hospitaliers est intact. Mais c'est à Rhodes que tout a commencé. C'est sur cette île perdue en Méditerranée orientale qu'une poignée d'hommes a prouvé que le courage peut défier la puissance, que la foi peut résister au canon, que l'honneur vaut plus que la vie. Le siège de Rhodes de 1522 n'est pas seulement une bataille perdue, c'est une victoire de l'esprit humain contre l'inéluctable. Rhodes 1522 occupe une place unique dans l'histoire militaire. Ce n'est pas une victoire éclatante comme les Pentes, ou une défaite catastrophique comme Constantinople. C'est quelque chose de plus rare, de plus précieux, une résistance héroïque qui, même dans la défaite, devient une victoire morale éclatante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 700 chevaliers et 6000 défenseurs ont tenu 6 mois contre plus de 100 000 attaquants. Ils ont infligé des pertes considérables à l'ennemi, entre 50 000 et 114 000 morts ottomans contre 3 000 défenseurs tombés. Un ratio de perte de 15 contre 1, peut-être 20 contre 1. En termes militaires, c'est une performance exceptionnelle. Mais au-delà des chiffres, c'est la dimension psychologique qui fascine. Comment 700 hommes trouvent-ils la force de résister pendant 6 mois à une armée écrasante? Comment maintiennent-ils leur morale quand chaque jour apporte de nouveaux bombardements, de nouvelles pertes, de nouvelles destructions? Comment gardent-ils l'espoir quand aucun secours ne vient, quand l'Europe les abandonne à leur sort? La réponse tient en 3 mots: honneur, foi, discipline. Les Hospitaliers ne combattent pas pour un royaume, pour de l'or, pour la gloire. Ils combattent parce qu'ils ont prêté serment de défendre la chrétienté contre ses ennemis. Ils combattent parce que leur foi leur donne une force qui transcende la peur de la mort. Ils combattent parce que leur discipline militaire, forgée par des siècles de tradition, fait d'eux une machine de guerre redoutable. Cette résistance a également une dimension tactique fascinante. Les fortifications de Rhodes représentent l'état de l'art de l'architecture militaire du début du XVIe siècle. Les bastions polygonaux, les fossés profonds, les contremines sophistiquées, tout cela témoigne d'une maîtrise technique impressionnante. Les Ottomans, malgré leur supériorité numérique écrasante, ont dû payer chaque mètre de terrain au prix de centaines de vies. La guerre de Mine, en particulier, illustre l'ingéniosité des deux camps. Les sapeurs ottomans creusent des tunnels pour faire exploser les murailles. Gabriel Tadini répond par un réseau de contre-mines qui détecte et neutralise les menaces souterraines. Cette guerre invisible, dans l'obscurité et la claustrophobie des galeries, est aussi intense que les combats en surface. C'est une bataille d'intelligence et de nerfs autant que de force. L'impact du siège de Rhodes dépasse largement le cadre militaire. Sur le plan diplomatique, il révèle les divisions de l'Europe chrétienne. François Ier et Charles Quint, trop occupés à se combattre, abandonnent Rhodes à son sort. Pire, François Ier a signé un traité d'alliance avec Soliman juste avant le siège, s'assurant la neutralité ottomane dans son conflit avec l'empereur. Cette alliance entre un roi très chrétien et un sultan musulman scandalise la chrétienté, mais elle préfigure les nouvelles réalités géopolitiques de l'époque moderne. Sur le plan culturel, le siège de Rhodes alimente la littérature et l'art pendant des décennies. Des chroniques, des poèmes, des pièces de théâtre racontent l'héroïsme des défenseurs. Des gravures représentent les assauts ottomans, les murailles écroulées, les chevaliers au combat. L'image du dernier rempart de la chrétienté tenant tête à la marée ottomane devient un thème récurrent dans l'imaginaire européen. Soliman lui-même est marqué par cette victoire si coûteuse.
Rhodes est l'un des sièges les plus meurtriers de son long règne. Il ne connaîtra que 2 autres échecs majeurs, devant Vienne en 1529 et à Malte en 1565. Ces 3 sièges, contre des adversaires chrétiens déterminés à résister, prouvent que même le plus grand empire a ses limites. Le respect que le sultan manifeste envers Villiers de l'Isle-Adam est révélateur. Dans un monde où les vaincus sont généralement massacrés ou réduits en esclavage, Soliman offre des conditions de reddition honorables. Il permet aux chevaliers de partir avec armes et bagages, protège la population civile, préserve les églises. Ce respect pour un ennemi valeureux est rare à l'époque. Il témoigne de la grandeur d'âme du sultan autant que du courage des défenseurs. L'histoire des hospitaliers après Rhodes montre la résilience de l'ordre. 7 ans d'errance auraient pu les détruire. Mais ils survivent, se réinstallent à Malte, reconstruisent leur puissance. En 1565, ils prouveront à nouveau leur valeur lors du grand siège de Malte, tenant tête à une armée ottomane encore plus nombreuse et remportant cette fois une victoire complète. Rhodes a forgé leur légende, Malte la confirmera. Les leçons tactiques de Rhodes sont étudiées dans les académies militaires pendant des siècles. La défense en profondeur, l'utilisation coordonnée de l'artillerie et des contre-mines, la résistance obstinée dans des positions fortifiées, tout cela devient des principes de guerre de siège. Les ingénieurs militaires s'inspirent des fortifications de Rhodes pour concevoir les citadelles de l'époque moderne. Sur le plan humain, Rhodes 1522 reste une histoire de courage extraordinaire. 700 hommes contre 100 000, 6 mois de résistance contre un empire qui domine 3 continents, des pertes infligées à l'ennemi qui dépassent de 20 fois les leurs. Un honneur préservé jusqu'au bout, même dans la défaite. C'est le genre d'exploit qui transcende son époque et devient légende. Aujourd'hui encore, on peut marcher sur les remparts de Rhodes et voir les traces du siège. Les murailles portent les cicatrices des boulets ottomans. Les bastions effondrés ont été reconstruits, mais les fondations sont les mêmes. Le palais des grands maîtres domine toujours la ville, rappelant l'époque où Philippe Villiers de l'Isle-Adam y commandait la défense. L'histoire est vivante dans ces pierres. Le siège de Rhodes nous enseigne que la victoire militaire n'est pas tout. Soliman a pris la ville, mais à quel prix? Il a perdu une armée entière, épuisé son trésor, montré au monde que même l'Empire ottoman pouvait être tenu en échec par une poignée de guerriers déterminés. Les hospitaliers ont perdu Rhodes, mais ils ont gagné l'immortalité. Leur nom est entré dans la légende, leur courage est devenu exemple, leur résistance est devenue symbole. Dans un monde qui valorise souvent la force brute, Rhodes nous rappelle que la détermination peut faire la différence, que l'honneur vaut plus que la victoire, que même face à des forces écrasantes, l'esprit humain peut refuser de plier, que 700 hommes motivés par une foi inébranlable peuvent tenir tête à un empire entier. C'est cette leçon qui traverse les siècles. Rhodes 1522 n'est pas simplement une bataille médiévale oubliée. C'est un témoignage intemporel sur la capacité de l'homme à résister, à endurer, à rester debout même quand tout semble perdu. C'est l'histoire du dernier rempart qui refuse de tomber, même quand les murs s'écroulent autour de lui. Et c'est pour cela que, 500 ans plus tard, nous racontons encore cette histoire, parce qu'elle nous rappelle ce dont nous sommes capables quand nous refusons d'abandonner. Parce qu'elle prouve que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté de continuer malgré elle. Parce qu'elle démontre que même dans la défaite, on peut remporter une victoire qui résonne à travers les âges. Le siège de l'enfer s'est terminé il y a 5 siècles. Les canons se sont tus, les guerriers sont morts, l'Empire ottoman n'existe plus. Mais l'esprit de Rhodes survit. Il survit dans chaque personne qui refuse de baisser les bras face à l'adversité. Il survit dans chaque communauté qui se dresse contre des forces écrasantes pour défendre ce qui lui est cher. Il survit dans chaque cœur qui bat pour un idéal plus grand que soi-même. Philippe Villiers de l'Isle-Adam a quitté Rhodes en pleurant, mais il est parti la tête haute. Ces 700 chevaliers ont perdu leur forteresse, mais ils ont gardé leur honneur. Soliman a gagné la bataille, mais l'histoire a jugé que c'était les vaincus qui avaient remporté la victoire la plus importante, celle de l'esprit sur la matière, du courage sur la peur, de la détermination sur le désespoir. C'est cela, l'héritage de Rhodes. Non pas une victoire ou une défaite, mais la preuve immortelle que l'héroïsme existe,
que le sacrifice a un sens, que la résistance face à l'impossible peut transformer des hommes en légendes, et que parfois, tenir bon est la plus grande des victoires.